92 voix contre 10. C'est à une écrasante majorité qu'hier, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté l'interdiction des activités de l'UNRWA sur le territoire hébreu. Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. The United States has withdrawn from the United Nations Human Rights Council and has ended funding for Palestinian relief agency UNRWA. How much money are you going to take away from them? Well, we're taking away a little bit. Le principe de l'accès à l'alimentation, l'accès aux soins est un principe fondamental pour toute victime d'un conflit. Et empêcher sciemment, et pour des raisons politiques, d'avoir accès à la nourriture ou accès à la santé est une politisation, une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins purement politiques. L'État hébreu accuse l'UNRWA d'employer plus de 400 terroristes à Gaza. Au moins 12 d'entre eux, toujours selon les Israéliens, auraient même participé aux attaques du 7 octobre. These are not aid workers. These are savages who have seized UNRWA Gaza and transformed it into a Hamas chapter. UNRWA officials were complicit in the massacre. UNRWA's mission has to end. Pour les Israéliens, la réalité derrière ça, c'est que s'il n'y a plus de réfugiés palestiniens, la question du droit au retour ne sera plus une question qui devrait être définie à la fin d'un processus politique. Et s'il n'y a plus de droit de retour, on va aussi pouvoir affaiblir le droit d'autodétermination des Palestiniens. Nous disons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons ni la Palestine ni Gaza, quoi qu'il arrive. Ça serait une erreur de penser que ce n'est qu'un problème entre Israël et l'UNRWA. Ça va bien au-delà. Bonjour Philippe Lazzarini. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à Blast. Vous êtes commissaire général de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Nous sommes ici à Genève, au Festival du film et Forum international sur les droits humains. Et des droits humains, surtout de leur dégradation continue et accélérée, il va beaucoup être question dans notre échange, à travers notamment un examen critique de la situation de votre agence. Alors je dis critique parce que selon vos propres mots, l'UNRWA, épine dorsale quand même de l'aide aux réfugiés palestiniens. Je rappelle que cette agence fournit une aide et des services, notamment en matière de santé et d'éducation, à un peu plus de 2 millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, ainsi qu'à 3 millions d'autres en Syrie, Jordanie et au Liban. Cette épine dorsale, cette mémoire aussi, vieille de 75 ans, traverse la période la plus sombre de son histoire. Cette agence de soutien aux réfugiés palestiniens, donc, qui est depuis longtemps dans le collimateur israélien, accusée de collusion avec le Hamas, renforcée depuis le 7 octobre, fragilisée par des menaces de gel financier, est désormais interdite sur le territoire israélien et entravée opérationnellement dans les territoires occupés. Les événements récents, marqués par le blocage de l'aide alimentaire par les autorités israéliennes à Gaza et les restrictions en électricité rendent très fragile le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier et surtout menacent la vie de civils palestiniens épuisés, décimés par 16 mois de guerre sans répit et d'une brutalité inouïe. Dans ce contexte, vous rappelez que l'aide humanitaire à Gaza s'effondrerait complètement sans l'UNRWA et surtout que l'alimentation, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, l'accès à l'aide et à ses services de base ne sont pas négociables. Ils ne doivent jamais être utilisés comme des armes de guerre. Donc j'aimerais vraiment, pour ouvrir, qu'on s'intéresse à cette notion, pour le moins inquiétante, d'armes de guerre que vous avez utilisées. Merci. Écoutez, vous avez fait une introduction très juste de la situation actuellement à Gaza. Les derniers développements qui sont des développements préoccupants parce qu'effectivement un blocus à nouveau est imposé à la population de Gaza. Qu'est-ce que ça signifie un blocus? Ça signifie qu'il y a interdiction de l'acheminement de l'aide humanitaire à une population complètement exsangue, épuisée, qui a connu la faim, qui a connu en fait la guerre, une guerre extrêmement brutale au cours des 18 derniers mois. Le principe
de l'accès à l'alimentation, l'accès aux soins est un principe fondamental pour toute victime d'un conflit. Et empêcher sciemment, et pour des raisons politiques, d'avoir accès à la nourriture ou accès à la santé est effectivement une politisation, une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins purement politiques. Et ça, c'est en totale contradiction avec toutes les valeurs du droit humanitaire international. Donc c'est une énième violation du droit international. Vous dites avec des objectifs politiques. On peut dire que ces décisions vont à l'encontre de l'ordre donné, notamment par la Cour internationale de justice à Israël, de garantir une assistance humanitaire suffisante et de faciliter les services de base en prévention de l'acte de génocide. Donc c'est une violation, encore une fois, caractérisée du droit international humanitaire. Et très récemment, une commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme conclut à des actes génocidaires à Gaza. Une énième enquête donc qui vient s'ajouter à 5 rapports d'entités de défense des droits de l'homme qui ont conclu à des actes de génocide ou à un génocide. Je pense à Amnesty International, je pense à Human Rights Watch, je pense à Francesca Albanese qui est rapporteure spéciale des Nations Unies dans les territoires occupés. It is my solemn duty to report on the worst of what humanity is capable of and to present my finding. The anatomy of a genocide. Un comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes et à la suite de nombreux juristes internationaux. Comment vous expliquez un tel acharnement, une obstination qu'on pourrait qualifier de meurtrière? Comment vous expliquez ça? Écoutez, on a vu pendant cette guerre que toutes les lignes rouges possibles et imaginables ont été traversées au point que ça remet en question en fait l'adhésion aux conventions de Genève, l'adhésion au droit humanitaire international, et ça le rend moins pertinent dans un contexte comme celui-ci. Le problème, c'est que ce que l'on a vu se dérouler à Gaza risque de devenir une nouvelle norme ailleurs à travers le monde. Et je pense qu'effectivement, au-delà de toutes ces violations, au-delà de toute la qualification que l'on peut donner, y inclut de savoir si oui ou non des actes de nature génocidaire ont eu lieu, on le saura par la suite lorsque la Cour de justice internationale se prononcera là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le droit humanitaire est certainement le grand perdant au-delà des souffrances qui ont été infligées au peuple palestinien à Gaza. On reviendra vraiment sur cette idée effectivement de faillite du droit humanitaire et du droit international plus largement. Alors Israël, l'État d'Israël invoque pour justifier un peu ces restrictions des moyens de pression pour la renégociation, on le sait, de la deuxième phase du cessez-le-feu. Et surtout, les autorités israéliennes, par la voix notamment du ministre des Affaires étrangères, Guy Dehansar, invoquent l'idée que l'aide humanitaire est devenue source principale de revenus du Hamas. Alors évidemment, ça vous parle, puisque vous êtes aussi concerné par ces allégations, puisque l'idée ce serait de dire que vous êtes infiltré aussi par des membres du Hamas. Donc c'est un peu cette idée qui est à nouveau défendue. Comment vous comprenez-vous ces allégations et cette défense de l'État d'Israël? Écoutez, c'est une idée que l'on entend depuis le début du conflit. Lorsque le conflit a commencé, on entendait les responsables israéliens parler de Gaza en disant il faut détruire Gaza parce que Gaza c'est Hamas, il faut détruire le Hamas. De la même manière, il faut détruire UNRWA parce que UNRWA est à Gaza et donc égale Hamas. These are not aid workers. These are savages who have seized UNRWA Gaza and transformed it into a Hamas chapter. That UNRWA Gaza is beyond redemption, beyond saving, beyond reform. Chaque organe de l'ONU est devenu une arme contre l'État juif, exploité comme un instrument pour aider à l'élimination de mon peuple. Derrière ce label et cette justification du Hamas, il y a d'autres motifs politiques poursuivis par les autorités israéliennes. Je prends l'exemple de notre agence. Nous avons été à plus d'une reprise accusés d'être totalement infiltrés par le Hamas, qu'on ne va pas pouvoir en fait remettre en place l'organisation, elle ne va pas pouvoir redevenir crédible en raison de cette infiltration. Mais en réalité, à chaque fois que l'organisation a reçu des allégations de cette nature-là,
nous les avons prises très au sérieux. Nous avons demandé aux autorités israéliennes de nous donner plus d'éléments pour que nous puissions enquêter. Et la plupart du temps, nous ne recevons aucune information au-delà d'une affirmation et d'un slogan ou d'une campagne. La réalité derrière ça, c'est que on cherche, à travers la destruction de l'organisation, on cherche à enlever le statut de réfugié des Palestiniens et à travers ça aussi, on cherche à effacer une partie de leur identité et une partie de leur histoire parce que notre agence est intrinsèquement liée à l'histoire récente des Palestiniens. Ça, c'est un fait très important sur lequel je vais revenir. Je rappelle que vous avez licencié, je crois, 9 membres de l'agence suite aux allégations post-7 octobre. L'État d'Israël indiquait qu'il y avait 19 soupçons qui auraient participé aux attaques atroces du 7 octobre. Il me semble que vous avez licencié 9 de ces 19 personnes. Pour être précis, il y a eu 19 allégations. Sur 13 000, je rappelle. Sur 30 000 employés. 30 000 en moyenne. Mais sur 13 000 à Gaza, mais 30 000 employés au niveau de l'agence. Sur les 19 cas, une personne a été complètement blanchie et Israël a reconnu que c'était une erreur. Ensuite, pour 9 personnes, Israël n'était pas en mesure d'apporter plus d'éléments, donc les enquêtes ont dû cesser, mais même ces 9 personnes n'ont pas encore été réétablies au sein de l'organisation. Et pour les 9 autres personnes, la conclusion était de dire, si nous étions en mesure de corroborer, d'authentifier les informations reçues, nous devrions poursuivre les enquêtes. Et ces 9 personnes, au nom de l'intérêt de l'agence, ont été licenciées. Donc toutes les violations dont on parle, et je reviendrai aussi à l'objectif politique, toutes les violations sont commises au nom de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité, pour la démocratie, contre la barbarie. Pour bloquer les camions, les colons israéliens font barrage de leur corps. I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Des dizaines de cibles ont été visées par l'armée israélienne. Des responsables du Hamas font état de plus de 200 morts, dont de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées. On assiste un peu, donc là je fais un petit pas de côté parce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne aussi cette rhétorique de l'inversion. On assiste un peu à ce que certains appellent un paradoxe démocratique, c'est-à-dire au nom de la démocratie, on bafoue les fondements même de la démocratie. C'est clairement ce qui est en train de se passer là, dans cette situation précise où on invoque la lutte contre le terrorisme pour restreindre à nouveau et empêcher l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Ça s'appelle la raison d'État dans de nombreux pays où, effectivement, enfreindre des normes fondamentales se justifie au nom de la raison d'État, même si vous êtes un État démocratique, mais vous allez recourir, en fait, à des mesures et des moyens que, généralement, sont pris en compte par des États autocratiques. Alors, vous disiez par rapport à votre agence, par rapport à l'UNRWA, l'objectif d'élimination, on va dire, ou de disparition de l'agence n'est pas logistique, c'est pas une question opérationnelle, mais c'est vraiment politique parce que derrière les attaques, derrière les menaces, il y a cette question du droit du retour des Palestiniens, des réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous en dire un peu plus là-dessus, sur cette question qui est fondamentale? Ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs des lois israéliennes n'ont pas caché en fait leur ambition. Plusieurs ont indiqué que c'était une opportunité qui se présente une fois toutes les générations de pouvoir adopter une telle loi et se défaire d'une agence qui tend à perpétuer le statut de réfugié. Or, on sait très bien que le statut de réfugié n'est pas perpétué par une agence qui amène des services de développement humain à une population vulnérable comme celle des réfugiés palestiniens. Mais si l'agence est perpétuée, alors que c'est une agence normalement temporaire, c'est en raison de l'absence d'une solution politique. Mais pour les Israéliens et pour ceux qui sont derrière cette loi, ils ont l'équation suivante, c'est de dire si on détruit l'agence, il n'y aura plus de réfugiés palestiniens.
S'il n'y a plus de réfugiés palestiniens, la question du droit au retour ne sera plus une question qui devrait être définie à la fin d'un processus politique. Et s'il n'y a plus de droit de retour et qu'il n'y a plus de réfugiés palestiniens, on va aussi pouvoir affaiblir le droit d'autodétermination des Palestiniens. Et aujourd'hui, on se trouve exactement dans ce cas de figure. Je pense que quand on parle, quand on dit que la principale raison, c'est la connivence ou l'infiltration avec le Hamas, c'est complètement faux. Il ne faut pas oublier que le Hamas a aussi beaucoup de reproches à faire à une agence comme la nôtre, principalement en matière d'éducation. On atteint la parité des genres entre les garçons et les filles dans nos écoles. On enseigne un curriculum de droits de l'homme qui n'est pas forcément celui que le Hamas souhaiterait que nous promouvions dans nos écoles. Pendant les vacances, on organise des camps d'été où les enfants peuvent venir faire de la musique, du sport et de l'art. Et les enfants sont présents, les garçons et les filles, ensemble. Et ça, évidemment, ça nous a aussi continuellement reproché par le Hamas. Ils trouvent qu'on travaille trop proche, en fait, de l'autorité occupante, l'autorité israélienne. Donc, le type de reproches que l'on entend de la part des Israéliens, on les entendait aussi de la part du Hamas. Mais en réalité, ce ne sont pas ces questions de neutralité qui sont derrière cet objectif de destruction de l'agence. C'est une volonté de la détruire, c'est parce que les Israéliens savent ce qu'elle représente aux yeux des Palestiniens. Et au fond, en détruisant l'agence, on détruit aussi leurs aspirations à une future autodétermination. Donc on comprend à ce stade que l'UNRWA est presque garante aussi de l'identité un peu l'UNRWA est garant de l'identité et de l'histoire palestinienne. Mais même si aujourd'hui l'agence devait disparaître, le statut reste, parce que le statut n'est pas du tout lié au service de l'agence en tant que telle. Et si l'agence devait disparaître, eh bien à ce moment-là, les réfugiés palestiniens auront toujours le droit à une protection et leur référence deviendra en fait le droit aux réfugiés, ce qui signifie que pour chacun d'entre eux, on devrait s'engager à promouvoir des solutions durables, y inclut le retour et y inclut la réinstallation dans des pays tiers. Et cette question nationale, identitaire, territoriale, elle est d'autant plus importante, on le comprend, et qu'elle redouble violemment en ce moment même avec l'offensive israélienne en Cisjordanie. C'est important qu'on en parle aussi parce que c'est une situation sur laquelle vous alertez beaucoup. Explosion des exactions depuis le cessez-le-feu, même si ça avait commencé bien avant, puisqu'on enregistre aujourd'hui plus de 900 morts en Cisjordanie. Depuis le début du cessez-le-feu, plus de 50 personnes ont été tuées, 40 000 déplacés, je crois, 5 000 enfants ont été déscolarisés. Et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré très récemment que les forces armées pourraient rester dans les camps pendant l'année à venir. Donc je sais que c'est une question aujourd'hui sur laquelle vous intervenez beaucoup. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur cette situation très préoccupante en Cisjordanie et qui est liée à ce qu'on disait précédemment. Malheureusement, il n'y a pas eu assez d'attention portée sur la Cisjordanie. C'est un conflit qui se passe à l'ombre de ce qui se passe à Gaza, en fait. Et s'il n'y avait pas eu Gaza, je pense que toute l'attention aujourd'hui serait effectivement en Cisjordanie. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Vous avez mis effectivement les chiffres. Ce sont des chiffres de personnes tuées qui n'ont pas été atteints depuis la deuxième intifada. Aujourd'hui, l'opération dite de sécurité qui est en cours dans un certain nombre de camps au nord de la Cisjordanie dure depuis de nombreuses semaines. Même au moment de la deuxième intifada, il y avait peu d'opérations qui duraient aussi longtemps. Et surtout, ça a provoqué le plus grand déplacement de Palestiniens depuis 1967. Donc, ce que l'on voit derrière cela, c'est aussi une tentative de modifier le brassage de population en Cisjordanie. Il y a beaucoup de craintes aussi sur de possibles annexions. Il y a plusieurs projets de loi qui sont actuellement en discussion à la Knesset. Vont-ils commencer par une annexion
des principales colonies autour de Jérusalem? Vont-ils adopter une loi qui annexe en fait toutes les colonies en Cisjordanie, ou vont-ils même adopter une loi qui irait jusqu'à l'annexion totale de la Cisjordanie? On se souvient qu'il y a 4-5 ans, cette question était déjà sur la table, et aujourd'hui elle revient. Il y a de nombreux membres du gouvernement israélien aujourd'hui qui, d'ailleurs ne le cachent pas, souhaitent une totale annexion de la Cisjordanie. La seule façon de retirer la menace d'un État palestinien terroriste de l'ordre du jour est de mettre en œuvre la souveraineté israélienne sur toutes les colonies de Judée et de Samarie. Vous parliez des différentes ambitions politiques des autorités israéliennes. On pourrait les ajouter aux déclarations un peu. Alors j'ai vu que Donald Trump était un petit peu revenu sur le fameux plan dans lequel il proposait l'idée de déporter les Palestiniens de Gaza dans les pays aux alentours. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux plan Trump. Il y a un autre plan qui est en discussion, sur lequel je crois vous travaillez aussi, qui est plutôt le plan arabe qui a été présenté au Caire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà votre réaction à la fameuse déclaration de Donald Trump? Donald Trump, des États-Unis, vous êtes aussi un peu dans le collimateur des États-Unis, je le rappelle, puisque de déclaration en déclaration, on ne sait plus lesquelles sélectionner, mais Donald Trump a aussi annoncé qu'il ne reprendrait pas le financement de l'UNRWA, qui représente à peu près 300 ou 400 millions, je crois, donc c'est quand même une somme assez conséquente. Peut-être qu'on pourra aussi parler un petit peu des financements. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux? Mais parlons de Gaza, les derniers propos parlent de déplacement non forcé. Donc, effectivement, il y a une évolution au niveau de la rhétorique. Maintenant, le plan arabe est un plan qui, évidemment, est en partie en réponse au plan du président Trump, mais c'est aussi un plan de reconstruction pour laquelle, récemment, la Banque mondiale, les Nations unies et la communauté européenne ont mené une évaluation rapide, en fait, de ce qui devrait être fait pour les premières années. Ils l'ont chiffré, on parle de 54 milliards de dollars pour la reconstruction. Et c'est une reconstruction qui se ferait évidemment avec la présence des Palestiniens de Gaza à Gaza, une reconstruction à laquelle ils participeraient. Les questions qui se posent aujourd'hui sont des questions liées à la gouvernance et à la sécurité. Et évidemment, il faut aussi s'assurer que le futur de Gaza reste dans le périmètre du futur État palestinien et reste également lié à la Cisjordanie. Il est aussi vrai que lorsqu'on parle de l'agence, j'ai à plusieurs fois interpellé maintenant les États membres en leur disant « nous sommes confrontés à un choix, soit nous laissons l'agence imploser, et si l'agence implose, qu'est-ce que ça signifie? Des centaines de milliers de garçons et de filles risquent d'être définitivement déscolarisés et sacrifiés, et leur futur ne sera que dans les ruines et le traumatisme de cette guerre. Et à mon avis, ça, c'est une recette pour plus d'extrémisme à l'avenir. Où on décide qu'effectivement, on s'engage véritablement, une fois pour toutes, dans un processus politique qui adresse la question palestinienne. Et à ce moment-là, on peut rendre le temporaire ou le provisoire d'UNRWA comme il devrait l'être. Et l'agence, à ce moment-là, peut être un atout pour la communauté internationale et pour la communauté palestinienne, où notre rôle serait, dans un premier temps, d'assurer le retour à la scolarité de ces centaines de milliers de garçons et de filles et d'assurer l'accès à la santé primaire pour la population palestinienne, et au même moment, bâtir, en fait, c'est la capacité des futures institutions palestiniennes pour qu'à la fin de ce processus politique, elles puissent reprendre les activités de l'UNRWA. Oui, il y a eu tout ce débat quant à savoir si l'UNRWA est remplaçable ou pas. Voilà. Nous sommes remplaçables par des institutions
palestinienne. Ouais. Nous ne sommes pas remplaçables par une autre agence des Nations Unies ou par une autre organisation. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas d'alternative. La seule chose qui pourrait mettre fin, disons, à l'agence, ce serait effectivement l'intégration à un processus politique qui donnerait naissance à un État indépendant. Ça, c'est l'alternative et la solution. Voilà. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes interdit, je crois, d'entrer sur le territoire israélien, mais j'imagine que vous avez évidemment les remontées de vos employés locaux. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation actuelle ? Écoutez, pour nos employés, la situation est extrêmement difficile parce que depuis le 30 janvier, nous n'avons plus de présence internationale à Jérusalem et dans le reste de la Cisjordanie. Moi-même, j'y suis interdit depuis le mois de juin de l'année dernière. Mais le reste des employés internationaux, en fait, ont quitté Jérusalem. Et puis suite à la loi qui a été récemment votée. En fait, il y a deux lois. Il y a une loi qui interdit la présence et les activités dans le territoire souverain de l'État d'Israël. Et Israël considère Jérusalem-Est occupée comme faisant partie du territoire souverain. Donc, c'est cette première loi qui s'applique à Jérusalem. Et la deuxième loi est une loi de non-contact entre les représentants de l'UNRWA et les autorités israéliennes, ce qui a mis fin, en fait, au contact aussi bureaucratique et administratif entre l'agence et le gouvernement israélien. Et donc, du coup, nos employés internationaux n'avaient plus de visa et leur visa n'a pas été renouvelé à partir du 30 janvier. Donc, on s'est mis dans un mode opérationnel à distance. Maintenant, il est aussi vrai que notre staff est principalement composé d'employés, de réfugiés palestiniens. Nos écoles sont gérées par des réfugiés palestiniens. Nos centres de santé sont gérés par eux. L'absence d'internationaux a pour conséquence d'avoir enlevé ce tampon qui existait entre l'autorité israélienne et les Palestiniens, et donc, d'une certaine manière, expose beaucoup plus à nos employés, à une animosité et intimidation de la part des Israéliens. Et qui se traduit, parce que vous avez dit par ailleurs, vous êtes un peu une victime de guerre aussi. Je crois que vous enregistrez plus de 270 tués au sein de l'UNRWA pendant cette guerre. Énormément d'infrastructures ont été détruites. Les personnes qui se sont réfugiées aussi dans des locaux de l'UNRWA, j'ai vu entre 700 et 900, donc je ne sais pas quels sont les chiffres, ne sont plus en sécurité. Donc, comme j'imagine que la situation est très compliquée, encore plus aujourd'hui. Alors effectivement, pendant la guerre, nous avons eu 275 employés qui ont été tués. Le 2/3 de nos installations ont été endommagées ou entièrement détruites. Et comme vous l'avez dit, des centaines de personnes qui cherchaient refuge dans les installations des Nations Unies ont également été tuées. Et ça montre en fait la défiance en fait des Israéliens, mais aussi de la part des groupes armés palestiniens et de Hamas vis-à-vis des Nations Unies et vis-à-vis du droit international. Maintenant, ces lois, évidemment, aujourd'hui exposent encore plus nos employés, pas seulement ceux qui sont à Gaza. À Gaza, il était principalement au moment des hostilités militaires, mais dans la Cisjordanie, dans leur interaction au quotidien, à chaque fois qu'ils doivent traverser un point de passage où vous avez des militaires, lorsqu'ils réalisent que ces employés travaillent pour l'UNRWA avec ces législations en place, eh bien, ça encourage les soldats à plus d'harcèlement, de bullying, d'intimidation vis-à-vis de nos employés. Il arrive parfois que certains de nos employés soient arrêtés et intimidés pendant des heures où ils sont accusés de travailler pour une organisation terroriste. Et pendant l'interrogation, on leur pose la question: comment se fait-il que vous continuez de travailler pour une telle organisation? Donc c'est intimidant. On assiste à une forme de criminalisation de l'aide humanitaire. C'est une criminalisation de l'aide humanitaire, c'est une criminalisation de l'UNRWA. Et là, il ne faut pas faire d'erreur non plus. On a commencé par UNRWA, mais en fait, il y a de nombreuses ONG qui ont été aussi empêchées de maintenir une présence internationale dans la région. Il y a d'autres lois
à la Knesset, au Parlement israélien, qui sont actuellement en discussion, qui pourraient sanctionner en fait des organisations qui reçoivent une aide financière internationale, qui pourraient sanctionner en fait toute organisation qui pourrait à l'avenir coopérer avec la Cour criminelle internationale, etc. Donc, je pense que ça serait une erreur de penser que ce n'est qu'un problème entre Israël et l'UNRWA. Ça va bien au-delà. C'est juste la question des financements. Est-ce que vous pouvez me préciser où vous en êtes? Écoutez, nos financements ont été malmenés depuis une dizaine d'années. Effectivement, depuis le début de la guerre, il y a eu un nombre de pays qui ont temporairement suspendu leur contribution à l'agence en raison des allégations que nous avions évoquées avant. Mais les États-Unis, à ce moment-là, avaient décidé de suspendre, en tout cas pour une année, le financement à l'agence. Avec la nouvelle administration, qui est la même administration qui avait déjà suspendu en fait les contributions à l'agence il y a 4 ans, il n'y a pas de perspective de retour du financement américain. Donc aujourd'hui, on dépend principalement de financement européen et des pays du Golfe, mais on a aussi une année exceptionnelle au niveau du soutien du privé. On a eu des donations qui ont représenté environ 10%, 15% de notre financement en 2024. Cela dit, la situation reste extrêmement précaire. Nous avons rarement du financement pour plus d'1 mois, donc je n'ai jamais véritablement de visibilité quant à savoir si oui ou non nous allons pouvoir maintenir nos écoles ouvertes, nos centres de santé ouverts à travers la région. Vos premières missions à Gaza, elles datent, je crois, des années 90, puisque vous, avant d'avoir été nommé à l'UNRWA, vous avez opéré plein de missions humanitaires, notamment au CICR. Dans les années 90, bon, évidemment, il y avait encore beaucoup d'espoir, de plans de paix et dans la création d'un État indépendant, de résolution en résolution, de conflits en guerre, évidemment, et encore plus aujourd'hui. Eh bien, évidemment, cet espoir s'est éteint. Donc, il y a quand même des discussions aujourd'hui pour parler de l'après. Mais qu'est-ce qui ressort un peu, peut-être que vous avez des remontées aussi de ce point de vue-là. J'imagine que tout cela est perçu par des Palestiniens, je pense, comme des incantations un peu vaines. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore y croire? Évidemment que c'est difficile d'y croire, mais comme je le disais récemment à certains interlocuteurs, aussi longtemps qu'on peut voir le verre à 1 ou 2% plein, il y a toujours un espoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin d'une paix. Les relations entre Israël et les Palestiniens n'ont jamais été aussi polarisées. Aujourd'hui, il n'y a aucun appétit du côté israélien de parler d'une solution à 2 États. Et effectivement, peu de Palestiniens aujourd'hui croient que cela puisse être la solution à l'avenir. Cela étant, on a vu aussi où les politiques de containment, de non-résolution du conflit nous ont menés, avec ce tremblement tectonique qui a eu lieu dans la région. Et peut-être que ça devrait être un réveil pour nous tous pour dire que la question palestinienne doit être résolue d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur comment promouvoir la normalisation, la stabilité, la sécurité au Moyen-Orient. Et une des conclusions de ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre, c'est de dire il n'y aura peut-être pas de stabilité pérenne dans la région, de normalisation pérenne, si la question palestinienne n'est pas adressée. D'où, en fait, tous ces efforts qui ont été mis en place aussi récemment par l'Arabie saoudite, la communauté européenne, la Ligue arabe, sur la question de la solution à 2 États, ou au moins de se mettre d'accord sur ce qui doit être fait pour pouvoir promouvoir une véritable normalisation dans la région. On pourrait peut-être rétorquer que c'est des États qui n'ont pas été particulièrement présents ou qui n'ont pas soutenu nécessairement, en tout cas qui ont un peu détourné le regard, parce qu'on va aborder cette question sur
des Palestiniens, justement parce que dans un message que vous avez publié sur les réseaux sociaux, vous dites que la population de Gaza a subi une déshumanisation systématique depuis le début de la guerre. Et vous avez écrit donc « Palestinians do matter », en référence évidemment à cette expression qui fait date au lendemain de la mort de George Floyd, j'imagine, « Black Lives Matter ». C'est très important parce que c'était une manière, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur cette question de l'inégalité des vies, des doubles standards, de l'empathie sélective qui est assez principale parce que cette déshumanisation, cette invisibilisation qui a eu cours, qu'on a beaucoup documenté à Blast. Évidemment, au-delà des pertes et des souffrances qui concernent les principaux concernés, ce qu'on retient vraiment, c'est que Gaza symbolise un échec moral total pour l'humanité. Certains l'ont clairement dit en ces termes, et en particulier pour les architectes de l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale, de tous ceux qui ont érigé des lois morales et juridiques, tout ça a été déchiqueté en des millions de morceaux de papier, on va dire. Voilà, cette question de l'échec moral total. Certains parlent du consentement à l'écrasement de Gaza. C'est ce qu'on retiendra de l'histoire. J'aimerais on parle de consentement de l'échec de Gaza parce que c'est malgré tout, même si des journalistes internationaux n'ont pas eu accès à Gaza, c'est un conflit qui s'est déroulé sous nos yeux, 24 heures sur 24, présent dans les réseaux sociaux. Donc on ne pourra jamais dire nous ne savions pas. Nous savions tout ce qui se passe en fait à Gaza et on a découvert en fait l'ampleur de la tragédie que traversait le peuple gazaoui. Effectivement, la question de la déhumanisation ou la question de la compassion sélective, elle est apparue dès le départ du conflit. C'est vrai que octobre 7 a été un événement tragique, marquant, qui a traumatisé en fait la société israélienne, et il faut pas le sous-estimer. Mais d'un autre côté, la réponse effectivement a été une réponse extraordinairement émotionnelle, vengeresse, brutale à Gaza. Et il est vrai que la communauté internationale a eu beaucoup de difficultés à finalement faire la part des choses, reconnaître le traumatisme du peuple israélien, mais d'un autre côté aussi, reconnaître que la réponse est plus que disproportionnée, elle est tellement disproportionnée que non seulement elle remet en question effectivement les normes fondamentalement du droit humanitaire international, mais se pose effectivement aussi la question de la valeur de chacune des vies humaines si on laisse cela se passer. Je me souviens de la première conférence au Caire qui avait eu lieu 2 semaines après le début du conflit, où le roi Abdallah de Jordanie a eu un plaidoyer très très fort en rappelant en fait qu'une vie humaine, qu'elle soit juive, musulmane ou chrétienne, devrait être traitée de la même manière. Et moi, j'ai souvent, dans mes interventions de l'époque, rappelé l'importance de la nécessité d'une empathie mutuelle. On doit reconnaître la souffrance et la tragédie que les Israéliens ont traversée, mais ça ne doit pas ça ne devrait pas nous permettre de nier en fait cette même souffrance de la part des Gazaouis. Et jusqu'à maintenant, il y a eu trop d'expressions où les gens ressentent pour l'un mais ne ressentent pas pour l'autre. Je me souviens d'une intervention à l'Assemblée générale où l'ambassadeur israélien était présent avec la mère d'une des victimes du 7 octobre et m'avait demandé, imploré de reconnaître sa souffrance. Et dans ma réponse, j'ai dit non seulement je reconnais cette souffrance, mais il faut que la souffrance des mères palestiniennes soit aussi reconnue de manière, de la même manière. Et que tant qu'on aura cette incapacité à reconnaître cette souffrance mutuelle, eh bien, on n'arrivera pas à reconnecter. Votre mandat, on le comprend là dans notre discussion, est particulièrement difficile. J'imagine que, évidemment, vous croyez encore à son importance. Est-ce que vous vous sentez soutenu, malgré tout, quand même ? Oui, la réponse c'est oui, bien que effectivement, parfois,
je me pose la question de savoir si oui ou non cela va faire une différence. On est entendu. Est-ce que être entendu signifie que ça va se traduire par des actions? Ça, c'est une autre question. Effectivement, ça prendra un peu plus de temps. D'ailleurs, quid des Nations Unies dans ce nouvel ordre un peu qui se dessine, où quand même la logique de la force est quand même éminemment présente, et puis on se demande si elle ne l'emporte pas sur celle du droit. Quelle est votre analyse, vous, sur cette situation aussi que certains analysent comme une grande faiblesse aujourd'hui des Nations Unies, justement pour se faire entendre globalement? C'est pas forcément une grande faiblesse des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est un peu le miroir et l'expression de la situation et des rapports de force dans le monde. Les Nations Unies sont nées de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous l'avez indiqué. C'était cet nouvel ordre multilatéral qui avait été mis sur pied. Aujourd'hui, le multilatéralisme est questionné et challengé par de nombreux agendas domestiques où on dit que, we have the America first, but you have the Europe first, or whatever country first. Et évidemment que ça remet en fait en question certains fondements du multilatéralisme qui en fait est l'ordre mondial sur lequel qui a été notre boussole de ces 70 dernières années. La question est de savoir est-ce qu'elle va continuer d'être notre boussole. Je l'espère. J'espère que même si les Nations Unies aujourd'hui n'est pas un instrument parfait, si on devait le réinventer dans les relations entre les États, qu'on parviendrait certainement à quelque chose de similaire. Les médias sont emplis d'absence de ces histoires et de ces visages auxquels on a essayé de donner une identité avec vous aujourd'hui, Philippe Lazzarini. À Blast, en tout cas, on essaie d'y remédier. C'est aussi une des missions de l'UNRWA, on l'aura compris, et c'est aussi à un autre niveau une des missions que se donne ce festival international où nous sommes, et où dans quelques heures, je crois, vous projetterez un film qui raconte un peu l'histoire de l'UNRWA. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que retrace ce film? C'est un film de Nicolas Vadimov, un film historique qui, en fait, explique bien, en fait, quels sont les enjeux de l'UNRWA et pourquoi l'UNRWA est plus qu'une organisation, en fait, de développement humain et comment l'UNRWA, en fait, a été intrinsèquement lié à l'histoire récente des Palestiniens. C'est un documentaire que je vous invite à voir. Eh bien, merci beaucoup. On va aller visionner ça. Merci infiniment pour cette interview, Philippe Lazzarini. Et à bientôt, peut-être sur Blast. Merci. Merci. Bon courage. Merci.